Une fin de match interdite aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. C'est à l'ultime seconde de la fin du dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022 que les Lions du Cameroun se sont montrés indomptables face au FNEC d'Algérie. C'est donc la huitième qualification du Cameroun à une phase finale de la Coupe du Monde de football. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Rétro, bienvenue chez vous. Au-delà du jeu, des émotions, il y a 7 milliards de francs CFA empochés par le Cameroun du fait de sa qualification à cette phase finale de la Coupe du Monde. Nous parlerons donc de l'économie de sport avec l'économiste, le docteur Jean-Marie Biada, qui est sur ce plateau. Docteur Jean-Marie, bonjour. Bonjour Monica, bonjour à vous nombreux téléspectateurs et bonjour spécialement à tous ceux qui vont regarder la rétro ce dimanche. Alors, votre voix revient peu à peu, ce n'était pas la voix que nous connaissions auparavant. Vous l'aviez perdue le soir du match, c'est de ça qu'il s'agit? Tout à fait, le mardi 29, je ne peux pas oublier. En fait, mardi 29 mars 2022, je fais un lien entre la qualification du Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la première fois que le Cameroun se qualifie à la Coupe du Monde. Nous sommes en 1982 et en 81, je crois, le Cameroun a joué face au Maroc et je crois que ça fait 1 but partout. Et au match retour maintenant, ça va se jouer à Kenitra, au Maroc. Au lieu que ça se joue dans la capitale, à Rabat, le match a été déporté à Kenitra, qui n'est donc pas dans la capitale. C'est dans l'espoir de désarçonner les Camerounais. Mais c'était sans compter donc avec la hargne de ces Camerounais qui ont battu le Maroc par 2 buts à 1. Et c'est la première fois que nous participions à la Coupe du Monde. En 1974, on n'y avait pas été. On n'a non plus eu la chance de participer en 1930, comme l'Égypte. L'Égypte a participé à la phase finale de la Coupe du Monde en 1930, en 1934, alors que ça n'avait commencé qu'en 1930. Et depuis lors, l'Égypte n'était plus partie, pas grande équipe, mais le Cameroun partait donc pour la première fois en 82. Et depuis lors aussi, le Cameroun, généralement, quand il participe, il peut tout au plus sauter une seule édition. Parce qu'on a été en 82, on a été battu par la Zambie, ou alors on a fait un match qui ne nous a pas qualifié face à au Zimbabwe, à la Zambie. On n'a donc pas été au Mexique en 86. En 90, en Italie, nous sommes revenus. En 94, aux États-Unis. En 98, en France. En 2002, la seule, unique édition qui a été organisée par 2 pays, Corée et Japon, 2002, nous avons été. En 2006, le Cameroun a été coiffé au poteau. En 2005, à Yaoundé, face à l'Égypte. On n'a donc pas été en Allemagne. Avec un pénalty manqué de Womelen à la dernière minute dans les arrêts de jeu. Face à l'Égypte. Face à l'Égypte. Encore une équipe maghrébine. Donc on n'a pas été en Allemagne en 2006. Et en 2010, par contre, nous sommes revenus. Et ça se jouait en terre africaine. Cela eût été totalement incompréhensible que le champion en titre des ballons d'or au niveau africain ne participe pas à une grande fête de football qui se passe ici. Champion olympique également. Champion olympique, j'ai dit champion en titre parce que si on voulait dire que l'élément qui permet de mesurer la grandeur d'un pays en matière de football, c'est les ballons d'or, le Cameroun en a 11. Sur le continent, les autres montent avec 6 tout au plus, et puis c'est les 3, les 2, un peu partout. Le Cameroun a 11 ballons d'or. Après 2010, nous sommes allés au Brésil en 2014. Et après 2014, maintenant, le désordre habituel qui avait... Et on a manqué l'expédition de 2018. De la Russie. Nous ne sommes pas allés en Russie. C'était le désordre parce qu'on ne comprenait pas que l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations de 2017 ne puisse pas se qualifier alors qu'il y avait des non-name qui ont pu se qualifier. Et dites-vous bien, Monica, en 2017, quand nous gagnons la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait 15 ans que nous n'avions pas pu gagner. Notre dernier trophée daté de 2002 à Sikasso et Bamako au Mali. Et après 2002 maintenant, on n'avait plus rien gagné. On n'est même pas allé. On a joué une finale en 2008 au Ghana que nous avons perdu face à l'Égypte. Et c'est la deuxième finale que nous perdons. Deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations parce que nous avons perdu la première face à l'Égypte, les Pharaons. En 1986, Roger Mila, ils étaient très nombreux à cette époque-là. Donc, quand je l'indique maintenant, c'est pour dire que le Cameroun, si on avait loupé l'occasion d'oubli, là, ça aurait été une légende. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Et c'est l'occasion pour moi, d'interpeller certaines de nos personnalités. Vraiment, lorsqu'on arrive dans un secteur d'activité et ça coince, ça va à gauche, ça va à droite, ça donne l'impression de dériver
faisons attention, faisons appel aux spécialistes. Etofis, s'il a 40 ans, il en a passé une bonne vingtaine sur les aires de jeu. Et au niveau le plus élevé, on n'a pas appris qu'Etofis vend les pommes de terre, il a une quincaillerie à gauche. Il est resté dans le football. Son Barnac, ce n'est pas différent. Il est resté dans le foot une bonne trentaine d'années dans le foot. Et vous comprenez très bien que ces gars, ils sont dans leur élément. Pareil pour Kala Congo qui est dans non, Kala, voilà mes stars. Puisque quand moi-même j'ai joué au foot, peut-être pas à un très grand niveau comme les études, j'étais défenseur central. Donc pour moi, mes grands joueurs, c'est Son Barnac, c'est Kala, c'est Franco Baresi, c'est Cannavaro, c'est Mathias Zamer. Donc tous ceux qui sont les défenseurs centraux, vraiment, c'est mes modèles en matière de foot. Et le classement qu'ils ont refait tout récemment en prenant des joueurs, Augustin Simon, pour injecter dans le club, ce mix qu'ils ont eu à faire, même si nous sommes de mauvaise foi pour dire que ce n'est pas bon, les résultats sont là pour nous démentir et amener même des gens qui sont de mauvaise foi à dire que ça a été une bonne opération de changer le plus rapidement possible l'encadrement technique. Et Son Barnac nous a sorti un jeu auquel nous n'étions pas habitués. Un joueur comme Gaël Ondoa. Mais c'est un monsieur qu'on traînait tout le temps là, on ne savait pas que c'est une pépite. Mais grâce à la ténacité de Son Barnac qui a dit, tout le monde avait déjà fait son équipe. Benoît Nana va jouer, tel va jouer. Non, non, Son arrive, il est avec les joueurs au quotidien. Monica, je le dis pourquoi, moi également, à l'école, j'ai été président d'un club de foot. Je vous assure, un moment, laissez l'entraîneur faire son classement. Parce que l'entraîneur est avec les joueurs au quotidien. Un joueur peut avoir été très bon devant vous. Pour retourner à l'hôtel, il s'est foulé peut-être la cheville. Vous n'êtes pas au courant. Il n'y a que l'entraîneur qui le sait. Vous gardez donc cette image derrière la tête pendant 1, 2, 3 semaines. Et le jour où il le classe, le jour du match, lorsqu'il ne le classe pas, vous commencez à dire, mais pourquoi il ne le met pas? Alors qu'on l'a vu jouer. Non. En réalité, il s'est fait mal entre-temps. Et le monsieur qui est au courant de l'état de forme et de santé des joueurs au quotidien, minute après minute, seconde après seconde, c'est l'entraîneur. Donc faites-lui confiance. Comme on a eu à faire confiance à Son Barnac, et il nous a sorti un nouveau groupe de mots. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le nouveau philosophe. Et c'est très philosophique. Quand vous pensez ne pas être en danger, c'est là que vous êtes vraiment en danger. Quand vous pensez vous pensez être en danger, c'est là que vous n'êtes plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. On est très content. Eh bien, l'Algérie a été triomphante sur la pelouse de Japoma. On a vu Belmadi porté en héros par ses joueurs. On a vu près de 2000 supporters arriver en charter, plus de 11 avions affrétés pour supporter l'équipe algérienne. Mais plusieurs Camerounais, à la suite de cette défaite, se sont montrés très sceptiques, insultant joueurs, insultant le coach, insultant l'encadreur de l'Africa Foot, avant même ce dernier match qu'on devrait jouer à Blida, du côté de l'Algérie. Comment comprenez-vous cette attitude des Camerounais? C'est-à-dire qu'un coup on est froid, un coup on est très chaud. C'est là où on attend le moins le Cameroun, que le Cameroun vienne fermer la bouche à tous les détracteurs. Donc, comme pour dire, quand le lion est blessé, c'est là qu'il devient encore plus dangereux. Il devient très dangereux, davantage, et avec la scène d'aujourd'hui, c'est-à-dire où on dit aux gens, vous ne savez plus jouer au foot. J'ai fait un débat chez un de vos confrères, où on était en train de dire que non, l'équipe du Cameroun n'a plus de talent, on n'a plus de grands joueurs. Je dis non. S'il y a eu baisse de talent, c'est au niveau mondial, ce n'est pas propre au Cameroun. Quand vous prenez Lionel Messi, Monica, c'est 7 ballons d'or. Le ballon d'or, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on l'a désigné comme le meilleur joueur de l'année. Quand vous prenez Ronaldo, c'est 6 ballons d'or. 5, je me limite à 5. Ça veut dire que si les ballons d'or, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on l'a désigné comme ballon d'or. Et généralement, il est unique, il est le meilleur joueur. Donc, on ne peut pas faire de chevauchement ici. Quand je mets donc les deux joueurs côte à côte, ça veut dire que 7 plus 5, ça fait 12. Pendant 12 années, il n'y a eu que 2 meilleurs joueurs dans le monde. Donc, le best niveau n'est pas propre au Cameroun. Les plus grands joueurs, Platini, Tigana, Rocheteau, tous ces grands joueurs à l'époque concentrés dans un seul club, il n'y en a plus assez. On compte beaucoup plus sur les blocs équipes pour pouvoir gagner. Même l'Argentine, pendant longtemps, n'a pas gagné. Pourquoi? Parce que l'Argentine était éco-dépendante. L'Italie a été également éliminée de cette Coupe du Monde Qatar. Donc. Tout à fait. Alors, j'ai envie à dire donc que les grands joueurs, on va dire la rareté des grands joueurs n'est pas propre seulement au Cameroun. Donc, il faut plutôt compter sur l'équipe pour faire en sorte que nous gagnons des compétitions. Et le Cameroun, je crois, a déjà trouvé son socle équipe avec surtout la première ligne, la ligne offensive. Vous voyez très bien que quand vous prenez Aboubakar, vous prenez Toko Ekambi, vous prenez, il s'appelle comment, Choupo-Moting. Si vous faites jouer ces 3 joueurs-là, je suis convaincu que sur 1, 2, 3 matchs, il y aura au moins un but par match. Docteur
Jean-Marie Biada, vous êtes économiste, mais un fin analyste de football également. Vous êtes ancien footballeur, il faut le dire. La maxime « Impossible n'est pas camerounais » s'est appliquée une fois de plus à Blida. Et justement, nous allons vous proposer cette série de reportages réalisés par Marc, Lionel Chouamo et Lille Piéjou qui reviennent sur le déroulé de cette rencontre. Et bien sûr, les réactions compilées sur la toile. Reportage. L'explosion de joie dans les vestiaires du stade Mustapha Tchaker de Blida et Coupe du Monde au Qatar. Battu 1-0 à Japoma à l'aller, Choupo-Moting et ses coéquipiers n'avaient qu'un seul objectif, gagner pour exister ce mardi soir dans le chaudron de Blida. Et c'est justement la situation que nous avons eue au match aller, c'est-à-dire c'est des petites choses, c'est ça la compétition. Quand c'est pas encore la fin, je dis il faut rester très vigilant. Et aujourd'hui, ben, voilà, nous on va au Qatar. Samuel Eto'o-Fils vous donne rendez-vous au Qatar sur sa page officielle. Le président de la Fédération camerounaise de football, avec une image de la team gagnante, célèbre la qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde. Ils sont nombreux, ces internautes, qui, comme Samuel Eto'o-Fils, ont exprimé leur joie à travers des publications. Inter Milan salue la performance d'André Onana. Joshua aussi parle des Lions exceptionnels en remerciant Samuel Rigaud, joueur, et en exprimant sa fierté d'être camerounais. Lady Ponce, comme bien d'autres, choisissent comme image du jour cette accolade entre Samuel Eto'o-Fils et Rigobertson, suivi d'autres clichés de l'ambiance après la victoire au stade de Blida, en Algérie. D'aucuns sont allés jusqu'à évoquer une magie qui s'est opérée sous les yeux des Camerounais en 2 secondes, juste phénoménal. Ailleurs, on pouvait relire la tournure fétiche du capitaine Courage. L'Algérie ne savait pas qu'elle était en danger, c'est là où elle était alors en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ses différentes sorties sur la toile, le public réaffirme son amour pour Choupo-Moting qu'on a failli perdre à cause du père Conceição. L'enfant a regagné la confiance, merci à Eto'o-Fils de l'avoir chassé. Et pour couronner tout ceci, le chef de l'État, Paul Biya, dit merci aux Lions indomptables pour cette brillante qualification à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, en précisant que les Lions ont donné la preuve une fois de plus qu'impossible n'est pas camerounais. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les Lions indomptables du Cameroun? Retour sur ce plateau, les Algériens, bien qu'ayant eu 65% de possession de balles, l'Algérie a subi ce que d'aucuns qualifient la cruauté du football. Belmadi s'acharne sur l'arbitrage, demande à rejouer ce match. Comment comprenez-vous ce manque de fair-play pour une si grande nation de football comme l'Algérie? Oui, tout à fait. Belmadi ici continue à le dire. Déjà que lors de la CAN, par exemple, il a eu à se plaindre. Tantôt, il n'y avait pas assez de lumière. Quand il gagne, il ne se plaint pas. Quand il perd, il y a toujours... Justement. Bon, c'est vrai que Belmadi, en tant que footballeur, n'était pas un très grand footballeur. Ceci peut expliquer aussi cela. Parce qu'en fait, quand vous avez été très grand footballeur, vous savez qu'il peut arriver un moment qu'on accepte une faute contre vous. Vous voyez, la France, par exemple, a eu à participer en Afrique du Sud. La France ne partait pas. Thierry Henry a marqué de la main et comme l'arbitre avait accepté, puisque c'est lui le directeur de la partie, comme il avait validé le but, tout le monde l'a bouclé. Il n'y avait pas la VAR à l'époque. On n'avait même pas besoin de la VAR, Monica, parce que la main de Thierry Henry, elle est tellement grosse. On a vu comment la main est allée vers le ballon, il a marqué tout le monde. Lui-même, il n'a pas assez jubilé parce qu'il sentait une sorte de remords qu'on puisse valider un but marqué de la main alors que c'était une faute. Ce n'était pas le but. Et la preuve, en matière sportive, il y a, bon, je ne vais pas dire, les autres appellent le karma. Autrement dit, quand vous faites certaines fautes, cela vous rattrape rapidement. Le mondial le plus catastrophique de la France, où les joueurs sont mis à se bagarrer entre eux, c'était en Afrique du Sud. Autrement dit, ils ne devraient même pas partir à National, en Afrique du Sud, faire cette performance extrêmement mièvre. La France n'a jamais été au mondial et elle a réalisé une performance aussi pauvre. Sortir au premier tour en encaissant plein de buts.
En ce faisant, je crois, l'Afrique du Sud l'a tabassé ou alors ils ont fait match nul. Donc, c'est parce qu'en fait, en entrée, ce n'était pas bon. Ce n'était pas leur mondial, ils ne devaient pas partir au mondial. Donc, Belmadi, je crois qu'il doit pouvoir se relever et respirer très fort et saluer ce que les Camerounais ont fait. Parce qu'en fait, quand ils ont gagné ici, les Camerounais n'ont pas chipoté. Voilà. Les Camerounais, et arrêtez de trouver des boucs émissaires. Les Camerounais les ont encensés, les Camerounais les ont célébrés. D'autre part, je crois qu'ils doivent le savoir. Quand on parle de l'Algérie, les gens de ma génération connaissent Labda Belloumi, Rabat Madjer, justement. tous ces grands footballeurs et défenseurs centraux de l'époque. Donc, attaquant, oui, Madjer c'est attaquant, Belloumi c'est un très grand défenseur. Noureddine Kourechi, très grand défenseur, numéro 5. Voilà, c'est des talents que nous connaissons, dont Belmadi, qui ne ternissent pas l'image du pays par ce comportement-là. Un monsieur comme Rabat Madjer, quand vous marquez un but en talonnant le ballon rapidement, on dit c'est à la Madjer. Nous sommes en 1985. But marqué par Rabat Madjer, il joue au Benfica de Lisbonne à l'époque. Et c'est resté dans l'histoire que c'est une talonnade à la Madjer. Alors que Belmadi ne fasse pas concret des pleurs à la Belmadi. Nous souhaitons vraiment rester dans le football avec beaucoup de ces grands Algériens qui nous ont honorés. Alors que ce soit justement Gianni Infantino, le président de la FIFA, ou Rabat Madjer, cet ancien international algérien, justement, tous appellent Belmadi à arrêter de pleurer et à demander à rejouer ce match, car Rabat Madjer lui-même dit dans une sortie que si c'est le Cameroun qui avait perdu ce match, il n'aurait pas demandé à rejouer. Les grandes nations de football sont fair-play, si je le cite justement. Alors, les adversaires des Lions indomptables pour cette compétition, Qatar 2022, sont connus. Je vous invite à retrouver notre correspondant. Pour le cas, c'est notre envoyé spécial au Qatar, Marc Lionel Chouamot. Voilà, le Cameroun est enfin fixé sur ses prochains adversaires. La phase finale de Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions indomptables sont logés dans le groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Nous sommes juste devant la mix zone où dans quelques minutes seulement, les différents sélectionneurs vont s'exprimer devant la presse internationale pour réagir. Après ce tirage au sort, on attend donc Rigobert Song-Bahanak pour réagir par rapport à ce tirage dans le groupe G, un groupe ici qui se dit assez jouable compte tenu de la position, puisque le Cameroun va affronter en premier match la Suisse, puis en seconde rencontre la Serbie, avant de finir par le Brésil. Vous savez que lors de la dernière participation du Cameroun en Coupe du Monde, le dernier match était face au Brésil, défaite 3-1 devant les coéquipiers de Neymar. Le dernier but camerounais en Coupe du Monde avait été inscrit face au Brésil, un certain Joël Matip, il y a 8 ans. Le Cameroun va jouer la Suisse pour la première fois en phase finale de Coupe du Monde, et également la Serbie. C'est une grande première. Depuis le DCC, ici à Doha, au Qatar, Marc Chouamot, Janvier Dicam pour Canada International. Merci Marc Lionel Chouamot. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Canada International au Qatar. Eh bien, c'est une poule qui est jouable selon les analystes, mais il vaut mieux se dire qu'on est en danger. Tout à fait. Avec la phraséologie de l'heure. Voilà. L'alerte qui a été donnée par l'entraîneur national, manager, sélectionneur, Song-Bahanak, je crois qu'il vaut mieux justement qu'on puisse rester alerte. Exactement comme ça a été lors du match. Madame Naoussi, un match de football, tant que le directeur de la partie, qui est l'arbitre central, n'a pas sifflé, il n'est pas seul. Il y a le juge de ligne qui est à gauche, le juge de ligne qui est à droite. Il y a un autre juge là qui gère les remplacements, les entrées, les sorties. Il y a le commissaire du match, mais le patron, c'est lui. Tant qu'il n'a pas sifflé, il faut rester toujours vif. Vous avez vu, par exemple, Drogba a joué des années durant, il n'a jamais remporté la Champions League. Et il y a eu tout simplement un corner l'année où il a remporté. Et ce corner-là a fait son but et ça les a ramenés dans la partie. Ils ont fait le nul. Ils sont allés aux prolongations, 0 but. Le score acquis lors des 120 minutes avait été maintenu. Et quand on est allé à la séance de tir au but, il a tiré le dernier qui était celui gagnant. Donc, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie, ne jamais être distrait. Et en l'espèce, donc, pour ce qui est de ce qu'on va voir, tous ces gens qui arrivent, le Brésil, nous l'avons joué 2 fois en Coupe du Monde, nous l'avons perdu. En 1994,
Nous sommes aux États-Unis, on a pris 3 buts face au Brésil. Et là, son Bana a signé son entrée à l'équipe nationale par la Coupe du Monde avec un certain Fouet qui était de sa génération. Père son âme. Oui, par son âme. Il est mort le 26 juin 2003 au stade de Gerland. Nous sommes là en France, à Lyon, en France. Et quand on revient également face au Brésil, le deuxième Brésil que nous jouons et nous perdons, c'est à domicile au Brésil en 2014. On perd encore face à eux, mais il y a un certain Matip, défenseur central, qui allait marquer. Je crois qu'un club normal ne peut pas, dans l'optique de vouloir gagner un match de cette envergure, compter sur la ligne défensive pour aller marquer des buts devant. Donc, le but de Matip ne nous a pas aidé à gagner la partie. Mais quand j'ai fini de le dire, rappelons aussi qu'en match hors Coupe du Monde, le Cameroun a déjà rencontré le Brésil 2 fois. Nous avons rencontré le Brésil, nous sommes à la Coupe de la... Nous sommes en 2000 d'abord, à Sydney. Et on a fait 1 but partout. Le Cameroun a d'abord mené à la marque un pied de Mouma, balle arrêtée, et puis le jeune Ronaldinho à l'époque lui a répondu pratiquement à la 89e minute. Et à l'époque, le but en or existait. Quand on allait dans les prolongations, Mbami Modeste a demandé à entrer. Première touche de balle, il décale un peu, frappe imparable pour les Brésiliens, et nous avons eu à gagner. Voilà. Nous sommes là en 2000, et nous sommes en 2003, à Gerland justement, Coupe de la Confédération. Nous sommes là à Lyon, là où Fouet est décédé. Le Cameroun a eu à damer le pion face au Brésil, par 1-0. Je ne sais plus qui avait marqué, mais les enfants m'ont rappelé ce matin qu'il s'appelait un certain Samuel Eto'o-Fils, actuel président de la Fédération camerounaise de foot. Donc, on a déjà rencontré le Brésil. Le Brésil n'est pas une inconnue pour nous. Cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'on les a déjà rencontrés qu'on devrait baisser la garde. Il faut garder. Heureusement pour nous, c'est à la fin, c'est le 3e match. Mais les 2 premiers matchs, si nous les amorçons bien, d'ailleurs, même en 90, nous sommes allés au 2e tour parce qu'on avait amorcé nos 2 premiers, on avait bien géré nos 2 premiers matchs. Face à l'Argentine, but de Wambik, ça nous faisait déjà 3 points. On est revenu maintenant face à, il s'appelait Lakatus, le Roumain. On a également gagné, ça nous faisait 3 points, donc c'était terminé. On avait nos 6 points pour aller au 2e tour. Le 3e tour maintenant face à l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, on a pris une raclée. Mais quand on est arrivé au 2e tour maintenant, face à Valderrama, qui lui venait de la Colombie, face à José Mila, qui connaissait très bien Valderrama, parce que les 2 jouent à Montpellier, Mila il a fait très fort. On a battu Valderrama par 2-1. Donc, je me rends donc compte, quand nous gérons très bien nos 2 premiers matchs, nous allons loin dans la compétition. On aura la chance de passer le premier tour. Il y a quand même à relever, c'est une injustice qui a un peu décrié de part et d'autre. Le vieux continent, autant pour moi, a 13 participants. L'Afrique, 5. Il faut rappeler que le Cameroun, c'est le seul pays de l'Afrique centrale qui va prendre part à cette phase finale. L'Afrique de l'Ouest, 2 participants, à savoir le Sénégal et le Ghana. L'Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroc. On aimerait quand même qu'aux prochaines expéditions, qu'on augmente un peu le quota des participants de l'Afrique, quand même 5 pour plus de 50 pays, c'est minable, non? Tout à fait. Mais j'ai quand même aimé également la démarche des autorités de la CIO, Comité international olympique, le Comité international olympique, qui disait, c'est Antonio Samaranch, qui disait à certains Africains que vous voulez aller en grappe au mondial, commencez d'abord par gagner la coupe, ça s'appelait les Jeux olympiques. Oh, il le disait sur un air dédaigneux, comme si en fait les Africains ne pouvaient pas le faire. Nous étions en 94. En 96, le Nigeria a gagné la finale en football. Donc c'est le Nigeria qui a apporté cette médaille d'or. Et nous, 4 ans après, avec Jean-Paul Akono et toute la légion que nous connaissons, nous l'avons fait. Et vous voyez très bien qu'il n'avait plus à regarder l'Afrique de façon dédaigneuse. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais rappelons aux plus jeunes que si nous partons 5 aujourd'hui, avant c'était 1. C'était un club. C'est pour ça que l'Égypte est partie à la Coupe du Monde de 1934. Et ensuite, maintenant, c'était 2. En 1982, le Cameroun est parti avec l'Algérie. Donc, vous faites bien de parler de l'Égypte aussi, qui a appelé la FIFA à exclure le Sénégal de cette compétition parce que, dit-elle, elle a subi une sorte de racisme pendant... On ne va pas dire que la pleurnicherie, c'est une affaire de Maghrébins, je vais le dire à voix basse. Oui, disons quand même que les gens qui sont habitués au fair play, ils ne sont pas nombreux dans le foot. À mon sens, cela peut s'expliquer. Et là, nous sommes en plein là dans l'économie du sport. Le foot, par la passion qui a existé par le passé.
le foot par le simple volontariat qui a existé par le passé. Ce foot n'existe plus, il est décédé. On est en plein dans l'économie du sport. Le sport, c'est une activité économique aujourd'hui qui nécessite des ingrédients en entrée, des infrastructures en entrée. Ces infrastructures, c'est quoi? C'est les stades, c'est les centres d'entraînement. Clairefontaine, c'est quoi? Clairefontaine, ce n'est pas le nom d'une entreprise. C'est un centre d'entraînement de très haut niveau et de formation même. Ils sont très nombreux qui vont vous dire que non, je suis entraîneur et j'ai eu mes diplômes à Clairefontaine, à l'exemple de Sombana, à l'exemple de Makelele, tous ces gens, toute cette galaxie que vous connaissez. Donc ça, c'est le foot. Le foot, maintenant, il y a d'abord l'infrastructure et l'activité qui peut être assimilée à raison aussi au ludisme, parce que le foot, quand on joue, c'est le ludique. Mais lorsqu'on a déjà tout mis en place, c'est-à-dire les stades qui nous prennent 2000 milliards, on a mis en place la sécurité qui nous prend de l'argent incomptable, on a mis sur place les réseaux de télécommunications, on a mis sur place des plateaux techniques sanitaires, on a mis sur place tous les vecteurs de transport pour connecter les sites de compétition par voie aérienne. Ça, ce n'est plus le foot. Ça, c'est de l'investissement, c'est l'économie qui rentre en scène. C'est le développement également. Bien entendu. Il y a de très belles routes aujourd'hui. Japoma, si c'était le football, certainement on ne l'aurait pas eu. Non, non, non. À ce niveau-là, je ne sais pas à qui je devrais rendre hommage. Tous ceux qui ont pensé à le faire. Quand je parle de Yaoundé maintenant pour Bafoussam, vraiment, même si vous roulez doucement, vous pouvez dormir au volant sans risque de rentrer dans un gros trou comme ça et le bras de direction de votre véhicule s'arrache. Parce que la route, elle a été bien bitumée de ce côté-là. Mais qu'on puisse faire pareil aussi pour Douala, parce que Douala Bafoussam, on avait remblayé seulement quelques petits trous parce qu'il y avait des délégations qui passaient par là pour aller à Limbé. Donc, si les routes sont bien faites, c'est pour nous. Donc, j'étais en train de vous expliquer pourquoi le taux de plénitionnerie va augmenter. Prenez un exemple. Tous ceux qui sont qualifiés ont déjà à peu près 7 milliards. C'est-à-dire, si vous rentrez du premier tour et les frais de qualification qu'on va vous donner pour les entraînements, ça fait 7 milliards, c'est beaucoup d'argent. J'ai envie de dire comment le rentabiliser. C'est quand même la 8e participation du Cameroun. On aimerait quand même voir comment cet argent permet à développer le football. Pourquoi pas d'autres sports, puisque le football reste le sport roi. Ce sont les lions indomptables. Mais à côté, il y a plusieurs autres fédérations qui moisissent. Sur le terrain, il y a beaucoup de joueurs qui crèvent de faim, qui ont à peine 50 000 francs de salaire. On espère qu'avec les promesses de la nouvelle équipe dirigeante de l'Africa Foot, cet argent pourrait servir justement à améliorer le confort des principaux acteurs que sont les footballeurs. Oui, je dis d'emblée que le football, pour le cas du Cameroun, le football, c'est le sport roi. Vraiment, ne nous en cachons pas. Je peux citer quelques faits. La Fédération camerounaise de volley, et là, je leur tire un coup de chapeau. 3 années d'affilée, ou alors 3 éditions d'affilée, elle a eu à remporter le trophée de Coupe d'Afrique, de champion d'Afrique. Donc la Coupe d'Afrique de volley a été remportée par le Cameroun pendant 3 éditions. À date, le trophée est déjà chez nous. Parce que quand vous remportez 3 éditions, on vous abandonne le trophée. Ouais. Donc nous avons déjà un trophée. Mais on se rend compte que ces gens qui ont gagné ne sont pas reçus au palais. Donc c'est ça qui amène les gens... Il y a les plaintes de paiement de primes. Bien entendu. Et il faut chaque fois aller déranger le chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui paye les primes, que les gens prennent leurs responsabilités. Personnellement, je suis contre cette façon de faire les choses. Qu'est-ce qu'il y a que, avant de commencer, vous êtes déjà tombés tous d'accord que prime de qualification, voici ça. Si vous vous qualifiez pour le 2e tour, voilà ce que vous gagnez. 3e tour, voilà ce que vous gagnez. 4e tour, voilà ce que vous gagnez. Finale, voilà ce que vous gagnez. Je prends le cas de la Coupe du Monde. Pour soulever le trophée de la Coupe du Monde, c'est 7 matchs de gagner. On n'y croit pas plus. Donc, c'est sûr, c'est connu d'avance. Donc, si cela est ainsi, chacun peut prendre sa calculette et faire les calculs. Une fois qu'on dit donc qu'ils étaient combien? 28, parce que c'est 23 généralement, avec la pandémie du Covid, la FIFA a autorisé qu'on ajoute 5 joueurs supplémentaires. Donc, on passe donc de 23 à 28. Voilà la délégation de sportifs. Tout autour, maintenant, on regarde les encadreurs également. Si on en ajoute 10 ou 15, ajoutons peu, ne faisons plus ce que nous faisons souvent avec des délégations de 150 personnes. Donc nous avons toujours dans ces compétitions les plus lourdes délégations. Résultat des courses, quand on arrive là-bas, on est distrait, on n'est pas concentré. Or, si on va avec une délégation de 75 personnes, de 50 personnes, c'est plus facile pour le chef de la délégation de gérer. Mais si vous venez avec une délégation de... comme aux États-Unis, on ne pouvait pas gagner, Monica. Quand vous avez 10 ministres, 15 ministres dans une délégation, quel est le ministre qui n'est pas vice-ministre, vice-premier ministre, qui va parler au ministre d'État qui est dans la délégation? Mais le ministre d'État qui veut parler à un ministre, le ministre dit non, moi je suis un chef de département, je ne travaille pas chez toi. Donc, résultat des courses, à mon sens,
il va falloir qu'on essaye un peu de valoriser les autres sports, même si le rayonnement n'est pas identique, même si l'engouement que ces sports suscitent n'est pas à comparer à l'engouement que suscite le foot. Je vous prends un exemple, au Cameroun, c'est 54 fédérations. C'est nous à valoriser, justement. Non, c'est à nous, je suis d'accord. C'est à nous. Et ça va commencer au niveau le plus bas. Union sportive de Douala, par exemple. Françoise Mbango, pour ne pas vous couper, Françoise Mbango, athlète. Tout à fait. Les battandons, les plus jeunes ne savent pas qui les battandons, ils compétissaient avec Charlotte Mbango, mais ils n'avaient pas plus de talent que Mbango. Mais ils gagnaient quand même quelques trophées. La jeune Dormo qui est désormais... Dormo, Oriol qui est parti au Portugal. On a perdu au Portugal. Qui est parti au Portugal. Peut-être que si on avait justement valorisé ce sport en mettant des athlètes dans de meilleures conditions qui soient, on aurait peut-être eu une championne du monde. Je suis d'accord. Valorisons les autres sports. C'est-à-dire, donnons-nous des principes. Si quelqu'un part de l'étranger, il vient ici avec la médaille en or. Si on dit que le chef de l'État va le recevoir, celui-là, même s'il est un aveugle, il va gagner une médaille en or à l'étranger qu'il ramène au pays. Qu'on le fasse recevoir par le chef de l'État, c'est le déshonneur pour lui. Admettons ce principe. Si nous ne l'admettons pas, nous serons seulement obligés d'aller déranger le chef de l'État. Il y a tel qui veut faire ceci, paye de l'argent, alors que quand ça a commencé, le chef de l'État n'était pas là, que nous prenions nos responsabilités. Par rapport aux 7 milliards, je voulais dire quelque chose, Monica. Le Cameroun, à date, a plus d'infrastructures sportives qu'avant cette CAN que nous venons d'abriter, la 33e édition. Par le passé, il y a des jeunes qui ne le savent pas. Le Cameroun avait ce qu'on appelait l'ONES, l'Office national des équipements sportifs. C'est cette ONES-là qui entretenait dans le stade de Garoua, le stade de Yaoundé, le stade de Douala. Moi, à maintes reprises, je suis allé à l'école et le mercredi, quand nous devions sortir autour de quelle heure? On sortait à midi et c'était fini. Donc, dans l'après-midi, maintenant, on allait au stade. Et les matchs commençaient à quelle heure? 18h, premier match. 2 heures de temps, c'est fini. 20h, on entame le deuxième match. 22h, c'est fini. On prend la route, on rentre à 23h à la maison et puis on dort tranquillement. On se réveille le matin, on va au stade. Donc, si on va à l'école, si nous voulons rentabiliser ces infrastructures-là et on n'intègre pas le côté spectacle, parce que le spectacle, il n'existe que lorsqu'il y a des spectateurs. Le spectacle, ça veut dire quoi? Il y a une arène, il y a les compétiteurs, il y a les artistes, et tout à côté maintenant, il n'y a pas que les gladiateurs. Donc, il y a ceux qui vont observer, les équipes d'encadrement, je ne les oublie pas. Il y a donc les spectateurs. Or, les spectateurs ne peuvent pas être uniquement des fonctionnaires. Donc, à cette époque-là, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, l'Office national des équipements sportifs entretenait dans ces stades au point qu'il n'y avait pas de soucis. Bon, pas de grands soucis. Autrement dit, il était possible de regarder un match en soirée jusqu'à ce qu'on n'arrête pas un match parce que les ampoules ont été éteintes pendant 7 minutes. Donc, si on met dans sur pied, on ressuscite dans l'équipe, et il faut absolument le faire. Parce que si on reste simplement à s'agripper au bon vouloir, par exemple, du ministre des Sports, vous voulez utiliser un stade à Garoua, c'est le ministre qui est autour. Depuis Yaoundé, il n'a pas été là-bas. Il se fonde sur les renseignements que son délégué régional lui envoie, ou le délégué départemental, ou certains autres services spéciaux. Ça va être difficile. Donc, il faut que cet argent puisse nous aider, par exemple, à ressusciter cet Office national des équipements sportifs qui aura donc la charge de gérer toutes ces infrastructures qui se trouvent partout à travers le pays. Deuxièmement, on ne va plus simplement y faire du sport, on irait également là-bas pour faire du spectacle. Merci beaucoup, Jean-Marie Biada. Nous sortons de cette économie de sport pour nous intéresser à ces autres Camerounais dont la joie a été de très courte durée après la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Il s'agit bien sûr de cette famille à Akwa qui a perdu 4 de ses membres dans un incendie, 2 mineurs et les parents, et les populations de Mabanda qui sont sommées de déguerpir dans les 48 heures. Ces 2 reportages portent la signature Samuel Baïha. Dans cette maison, à la toiture rasée par les flammes, l'odeur de la chair humaine brûlée est très forte. Cet homme soutenu et torturé par la douleur a perdu ses parents et ses 2 fils. Ma maman s'est réveillée en criant, en nous disant que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Moi, on s'est aussi réveillée en sous-saute comme ça. Du coup, ma petite soeur ouvre la porte. Quand elle ouvre dans la porte, elle voit les flammes de feu partout, partout. L'intérieur de la maison, même il y avait derrière le feu partout. Le derrière, c'est comme ça qu'on se met à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. On sort partout, là, on appelle les voisins. On toque, les voisins ne sortent pas. L'incendie déclaré vers 1h30, ce 1er avril, a réduit en cendres le contenu des 6 pièces principales
de cette maison bâtie au quartier Ngodi Camp Sapeur à Douala. Dans ses espoirs vains de sauver des vies, seule cette cuisine a résisté aux flammes. Je suis sorti. J'ai essayé de forcer la porte pour ouvrir, que peut-être ils sont au salon pour qu'ils sortent. Nous n'avons pas le moyen. Le feu est sorti comme ça, lui-même apporté. Après, je suis sorti, je vais aller appeler le sapeur. Mon voisin a dit qu'on a déjà appelé le sapeur. On est là, on attend. Les enfants pleurent, la mère pleure, on attend. Junior Dikongé, 10 ans, et Vincent Ekula, 5 ans. Les fils et l'espoir de cette dame meurent calcinés. Une mère, le cri perçant, qui convoque sans être entendu l'aide de Dieu. Les larmes sont sur tous les visages. Ce regard expressif, tourné en direction de cette maison, masque peu le désir silencieux de connaître l'origine des flammes. Mabanda, zone de Alpikam, territoire de Douala 4e. Bientôt les efforts et les espérances des milliers de familles ici seront retournés en ruine. John Kunazong, installé ici depuis 31 ans, vit désormais dans l'angoisse. On n'a pas notre document, le temps qu'on va casser, on va appeler les gens pour nous payer. Maintenant, on dit qu'on ne peut pas vous payer, je ne sais pas pourquoi. Parce que le gouvernement ne peut pas parler des choses parfois. Les maisons ont été marquées ici depuis plus d'1 an. Au profit des travaux du port autonome de Douala, la zone est déclarée désormais domaine d'utilité publique. Ça nous a beaucoup surpris, hein? Nous a beaucoup surpris et c'est comme si le ciel nous tombait dessus. Pascal Zambo, troublé par l'imminence d'une casse, a tout un patrimoine bâti sur plusieurs terrains. Le conservateur foncier de Voressé venait de lui annoncer verbalement l'annulation de ces 2 titres fonciers. Une déception qui ne rumine pas. Franchement, je suis vraiment déçu. Je lui ai demandé, est-ce que mon titre foncier est faux? Parce que ça, ce n'est pas un titre foncier que j'ai fait à mon nom. Le titre foncier, les 2 titres fonciers, il y a un que j'ai fait la mutation à presque 20 millions quelque chose. Il y a le deuxième que je venais juste de faire. Dans cette cité qu'il me fait visiter, habitent ses 3 épouses et ses 21 enfants, mais aussi 31 locataires. Dans la tourmente, il me fait l'inventaire de ses biens immobiliers, estimé à une centaine de millions de francs CFA. C'est le snap pour le quartier. C'est la partie hôtel. Puisque le snap, il y avait un supermarché qu'on devait faire en bas. Albert Zambo, John Kuna et des milliers d'habitants dans ce domaine d'utilité publique, même traumatisés, ne comptent pas quitter les lieux. Même pour partir, on va faire comment? On va laisser, il va falloir démonter tout ce qu'on a là. Tout ce qu'on a là. Sur des hauteurs, on regarde ces maisons qui risquent de devenir, dans les jours à venir, une vanité. Aucun dédommagement ici n'est encore envisagé. Il y a quand même un gros problème social qui va se poser avec ces déguerpissements en répétition. On est à Essengué, près de 10 000 âmes. À Mabanda, plusieurs milliers de personnes aussi. On parle de Yupoué. On a envie de se demander pourquoi avoir laissé les populations s'installer. Même s'il y a la loi qu'il faut respecter, ça va poser un problème social quand même. Oui, en fait, ce que nous sommes en train d'observer, c'est justement les limites de la politique de l'habitat spontané. L'habitat spontané est indirectement, je dis bien indirectement, encouragé par les pouvoirs publics. Parce que si les gens rentrent dans la réserve de Douala, ils s'installent là-dedans, l'État leur demande, messieurs, je vous demande de partir. Et en même temps, l'État instruit donc tous les fournisseurs d'utilité, eau, électricité, téléphone, d'alimenter cette zone. En même temps, l'État interdit à ses responsabilités de délivrer. Voilà, c'est ce que je dis. Quand l'État voit que ces gens sont installés là-bas, on leur envoie l'électricité, l'État ne dit rien. On leur envoie l'eau, l'État ne dit rien. On y construit des écoles. On construit des écoles, l'État ne dit rien. On construit un établissement d'hébergement, je voulais dire les plateaux techniques sanitaires. On construit un démembrement du district de santé, centre médical d'arrondissement, hôpital de ci, hôpital de ça. L'État ne dit rien. Et même les confessionnels viennent également s'installer là-bas, école catholique de ci, école protestante de ça, ou presbytérien de ça. Les églises j'aime aussi. Et pour couronner le tout,
2 entreprises viennent s'installer parce que pour le cas de Mabanda, c'est sans publicité. Quand on parle de Alpicam, c'est une entreprise qui emploie des tas et des tas de personnes. Et qui paye des impôts depuis des années. Qui paye des impôts. Quand on voit dans ça, on a comme l'impression que l'État a cautionné cette opération au point que le monsieur qui reste maintenant, et il lui traverse l'idée un jour de faire le titre foncier, la corruption aidant. Quand il vient donc dire à ces gens-là, les principaux responsables chargés d'établir le titre foncier ne lui disent pas que tu es dans, on appelle ça techniquement, une zone non édificandi, c'est-à-dire une zone qui n'est pas admissible, qui n'est pas autorisée, sur laquelle il n'est pas autorisé de bâtir quelque chose de définitif. Vous pouvez y bâtir quelque chose, mais en matériaux précaires, tel que le jour on vous demande de partir, en moins de 2 heures de temps, vous avez tout démonté. Voilà. Donc, cette situation, si je l'ai dit, vient donc monter les limites de l'habitat spontané. Or, l'habitat spontané également, c'est pas une réponse, mais en fait, c'est une conséquence du déficit que les pouvoirs publics font en matière d'offres sociales. La demande sociale, elle est élevée en matière d'habitation, mais qu'est-ce que les pouvoirs publics font? En matière de logement social, l'État a un triangle qu'on appelle, dont les pôles sont la maïture, mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. L'État a également un deuxième triangle qui s'appelle la SIC, Société immobilière du Cameroun, qui est chargée donc de construire dans les villes et dans l'arrière-pays, ou alors en milieu périurbain ou semi-rural. Et enfin, on a donc l'autre pôle du triangle qui est chargé de financer. Ça s'appelle donc le crédit foncier du Cameroun. On prélève 1% de nos salaires pour reverser de ce côté-là. Donc le crédit foncier va toujours avoir de l'argent. Les 3 réunis n'ont pas réussi à nous proposer en près de 60 à 20 000 logements. Quand je dis 20 000, j'exagère. Donc même si ça avait été 100 000 logements, les besoins de logements chez nous, c'est de l'ordre de 500 000 chaque année. Ça, voilà la réalité. Vous regardez dans le DSC, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, vous revenez même dans la SND 30, vous allez voir que nos besoins en matière de logement sont très élevés. Donc l'État a montré une grave déficience dans ce sens. Et la conséquence sur le terrain, donc, c'est cette politique de l'habitat spontané que nous voyons au quotidien. Et l'État tente donc de rattraper, il tente donc de rattraper en prenant ces mesures impopulaires, en disant ceux qui étaient là depuis 10, 15, 20, 50, 60 ans, monsieur, partez parce que vous y êtes. Un déguerpissement qui intervient en pleine année scolaire. Ce sont des écoles qui seront rasées, ce sont des élèves qui seront dans la nature, des parents, ainsi de suite. Et pour prendre le cas de Douala, nous sommes au début de la saison de pluie. Saison de pluie, justement. Début de la saison de pluie. Deuxièmement, il y a une épidémie de choléra qu'on signale tout proche de nous. Limbe n'est pas loin. Limbe à vol d'oiseau de Douala. Vous imaginez. Le choléra est déjà à Douala. Douala fait partie des épicentres de cette épidémie. Alors, donc, on peut peut-être implorer maintenant tout ce beau monde-là de mettre un peu le bémol, de laisser que ces gens puissent se composer et qu'on puisse trouver dans quelle mesure on va trouver une mesure palliative à cela, parce qu'en fait, il faut absolument que cela se fasse ainsi. Et d'autre part, comme c'est le port autonome de Douala, le port a assez de moyens. Le port peut provisionner 2-3 milliards pour donner quelque chose à ces gens qui sont restés là pendant longtemps. Parce que les responsabilités sont partagées. Vous allez dire, oui, ils n'avaient pas le droit de s'installer là-bas. Mais oui, également, en tant que Camerounais, l'État avait le devoir de les loger. Droit au logement. Le droit au logement, c'est un droit constitutionnel. Donc c'était à l'État également de les loger. On ne dit pas que l'État construit ses maisons et les mettre là-dedans, mais l'État peut avoir des réserves foncières dédiées à l'habitat. Un peu comme l'État a des réserves foncières dédiées aux industries. Quand vous allez à la MAXI, mission d'aménagement, de gestion des zones industrielles. La MAXI, c'est justement des réserves dédiées, des réserves foncières dédiées au développement de tout ce qui est industrie. Donc l'État aurait pu faire cela. Donc on conclut en disant que le PAD fasse un effort de dégager dans son budget des lignes de financement susceptibles d'attendrir la colère de tout ce beau monde qui va désormais être, qui est dans la ligne de mire du déguerpissement qui est déjà annoncé. Merci beaucoup. Eh bien, puisque nous parlons de vie chère, elle le sera davantage pour ces milliers de personnes qui vont être déguerpies avec le concours de Karel Mezatiatouya. Nous parlons de la vie chère et du Ndjangi, qu'on appelle la tontine alimentaire. C'est une politique que préconise le ministre en charge du commerce au Cameroun. Je vous propose d'ailleurs cette succession de reportages et nous revenons derrière pour quelques analyses. Reportage. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les coûts dans pratiquement tous les secteurs connaissent un bond qui choque. En ce qui concerne les céréales par exemple, le prix de la tonne de blé s'est accru de 27,77% entre 2020 et 2021 et celui du maïs de 56,85%.
Au cours de la même période, en ce qui concerne les oléagineux, le prix de la tonne d'huile de palme a progressé de 53,38%, celui de l'huile de soja aussi a grimpé. La situation va de mal en pire au fil du temps, tel que présenté dans ce tableau plutôt sombre. En termes de céréales, pour ne prendre que cet exemple, le prix du blé a connu depuis un mois, c'est-à-dire depuis le début de la crise ukrainienne, une nouvelle progression après les 27% et davantage de la crise liée à la pandémie du Covid-19 depuis un mois. Le prix donc du blé a connu une nouvelle progression de 20,7%. Dans le secteur des engrais, le prix de l'urée, de la potasse et du phosphate a connu un nouveau bond de 40% après les 100% enregistrés au cours des 2 dernières années. S'agissant des métaux, le prix de l'aluminium aussi a progressé de 68,43%, alors que celui de la tonne d'acier laminé passait de 600 à 1400 $ et celui des tôles fortes de 650 à 2000 $. Les Camerounais invités à se serrer les coudes et adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Des tontines de l'alimentation, par exemple. On fait des tontines à la fin de chaque semaine, de chaque mois, des tontines financières. Pourquoi pas penser à des tontines de l'alimentation, à des tontines de l'habitat, à toutes autres formes de tontines, avec pour objectif, en ce qui concerne l'alimentation, l'indispensable constitution des greniers familiaux ou communautaires, quand cela est possible. Personne ne sait ce qu'il adviendra demain. Des efforts qui vont se greffer à ceux déjà déployés par le gouvernement. La subvention pour le gaz domestique, par exemple, va au-delà du budget annuel de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qui est de l'ordre de 60 milliards. Paiement qui consiste soit en l'exonération des taxes et droits de douane à l'importation, soit à la réduction autorésiduelle de ces droits. Autre voie de contournement évoquée, produire massivement et consommer local. Le Ndjangi des produits de masse dans l'assiette des mesures de lutte contre la vie chère que propose l'État aux populations ne semble pas appétissant pour ces ménagères rencontrées au marché Etoudia Yaoundé. Dans la liste des ingrédients qui altèrent le goût, il y a même des voisines qui ne se disent pas bonjour. Et vous allez faire comment pour vous associer? Je ne trouve pas ça normal. J'ai pour faire l'argent. L'argent paraît en effet mieux indiqué pour concocter cette approche. Du point de vue de Vanessa Kalamo, à la manœuvre de pareils concepts depuis 2 ans. Cette jeune restauratrice est le garant de 3 groupes de 10 personnes, soit 30 au total, associés pour alléger le coût de leur panier. J'ai mis sur pied un concept qui permettait de faire des achats de manière échelonnée. Vous cotisez pendant plusieurs semaines et le jour où c'est votre tour de bouffer, vous pouvez prendre une cagnotte de pratiquement 60 000 où vous prenez du porc fumé, du poulet fumé, plusieurs aliments qui vous aident, des aliments déjà tout apprêtés. C'est faisable, malgré les conditions de vie durcies ces 2 dernières années par la Covid-19 et tout récemment la crise ukrainienne. Mais il faut au préalable établir des connexions et bases solides. La confiance en fait partie. Il va falloir trouver des éléments d'équivalence qui permettent ces échanges-là, pour qu'on en arrive à faire ces échanges. Ça signifie également qu'il faut une organisation qui jusqu'ici n'existe pas, qui permette que cela soit. C'est un chantier qui me semble intéressant, mais en réalité, il faut un certain nombre de conditions pour arriver à le mettre sur pied. Une orientation vers le modèle économique des sociétés traditionnelles africaines, basée sur le don et le contre-don, la réciprocité, autrement dit. Eh bien, docteur Jean-Marie Biada, la tontine alimentaire, je vous ai vu sourire de votre plus beau sourire. C'est pas faisable, c'est pas... ça ne répond pas à un besoin social, le Ndjangi. Oui, la tontine alimentaire, telle que le ministre l'évoque, cela a une portée très limitée. Ouais. J'ai une grande sœur d'heureuse mémoire qui n'est plus de ce monde avec nous. Elle était commerçante au marché de Fundi. Et là-bas, dans ce que je lis, ce que j'ai vu, hein, nous à la maison, on n'achetait pas l'huile, on n'achetait pas le savon. Leur tontine, c'était qu'aujourd'hui, elles sont 15. Et disent, bon, aujourd'hui, c'est l'huile. Donc, chacune vient avec une bouteille d'huile. Ce qui fait que Monique va rentrer chez elle avec 15 bouteilles. Demain, on dit, bon, ça va être le savon de 800 grammes et non le savon de 400 grammes. Donc, chacune d'elles vient cotiser 800 grammes. 800 grammes. Donc,
Monique rentre, si c'est elle qui a bouffé, avec 15 morceaux de savon de 800 grammes. Si c'est un paquet de 50 cubes, dont chacun vit avec un paquet de cubes, vous voyez qu'il y a le principe de l'unicité ici. Il y a le principe de l'uniformité qui est respecté ici. Or, dans la réalité, Monique, tel que je vous connais avec votre niveau de raffinement, vous ne mangez pas une seule chose. Quand on rentre même, le style de vie européen, pourquoi est-ce que ça leur coûte trop cher? C'est parce qu'en fait, on mange en 4 temps. On commence par l'apéritif, une entrée, résistance, dessert. Or, en 4 temps, ça veut dire que je suis en train de varier. L'apéritif ne peut pas être identique au hors d'œuvre, ne peut pas être identique au dessert ou bien au plat de résistance. Donc, cette variabilité fait donc que la tontine alimentaire perd de sa pertinence si vous vouliez l'appliquer réellement. La tontine alimentaire, d'ailleurs, en économie, ça fait penser à l'économie de troc, où l'économie de troc a perdu de sa valeur, de sa pertinence au profit de l'économie monétaire. Pourquoi? Simplement du fait de la non-uniformité des besoins. C'est-à-dire, si j'ai besoin de faire du riz, un autre va dire le riz simple, un autre va dire le riz parfumé, un autre va dire le riz... il y a le riz Oncle Benz, voilà. Et trivialement, il y a un autre qu'on appelle le riz caillou. Tout à fait. Un riz de bas de gamme. Nous sommes uniquement dans le riz. Nous n'avons pas encore parlé de couscous. Nous n'avons pas parlé de héros. Nous n'avons pas parlé de plantain, de macabo, d'igname. Alors que chacun de nous, en tant que consommateur, aimerait avoir une table aussi diversifiée. C'est-à-dire, on ne mange pas seulement du taro. Je veux qu'il y ait du taro, qu'il y ait du macabo, de l'igname en même temps. Donc, notre tendance à avoir des choses assez variées et diversifiées fait donc que cela représente un grand frein pour la tontine alimentaire. Résultat de course, si quelqu'un va au marché pour acheter de la tomate, vous voulez de la tomate de 100 francs, moi pour 100 francs, un autre 100 francs, nous pouvons être dit, ça fait 1000 francs. Quand le cajot a chuté, ça tombe peut-être à 2000 francs. Nous avons encore d'autres personnes, on peut acheter, on partage dans l'optique de gagner en grande quantité. Ça n'a pas assez de pertinence lorsque nous sommes par exemple en milieu urbain. Dans l'arrière-pays, cela peut être... La solution, c'est quoi? Améliorer le pouvoir d'achat? Je conclus avec son histoire de tontine alimentaire. En fait, la tontine alimentaire, l'idée c'était de dire quoi? De gagner par rapport à ce qu'on appelle la technique groupée. Les techniques groupées d'achat. Pour acheter les intrants dans les coopératives, par exemple, si je sors pour aller acheter un sac de fongicide de 100 kg, de 50 kg, de 36 kg, ça va me coûter par exemple 5 000. Mais si je m'associe à vous dans la coopérative, il y a 200 coopérateurs. Donc le principe des coopérateurs fait bien que la tontine peut valablement marcher. Parce que quand je fais dans la caféiculture, tous ceux qui sont dans ma coopérative sont des planteurs de café. Quand je fais dans la cacaoculture, tous ceux qui sont dans ma coopérative sont des planteurs de cacao. Si je fais dans l'igname, tous ceux qui sont dans ma coopérative de cultivateurs d'igname, c'est uniquement des planteurs, des cultivateurs d'igname. Si je fais dans l'élevage de l'holacode, qu'on appelle le hérisson, l'holacodiculture, tous ceux qui sont dans ma coopérative font exactement la même chose. Donc si nous voulons acquérir les intrants, nous utilisons donc cette technique, nous passons la commande. Si c'est un seul sac, ça vous revient à 10 000. Si c'est 1000 sacs, ça vous revient à 8 000. Si c'est 100 000 sacs, ça vous revient à 2 000. Vous voyez la marge que vous gagnez. Cette semaine, un membre du gouvernement, en l'occurrence le ministre de la Santé publique, un autre, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, ils se sont déployés à Douala, les faits d'apprécier les mesures de riposte contre le choléra qui fait des ravages. Un peu plus dans le littoral et singulièrement dans la partie sud-ouest Cameroun, je vous propose cette série de reportages qui revient sur les mesures barrières pour lutter contre cette épidémie et la négligence observée dans les espaces marchands pour ce qui est de la conservation et la commercialisation des produits. Nous sommes en saison des pluies et le choléra se porte mieux en cette saison. Reportage. Centre de prise en charge des malades de choléra de l'hôpital La Quintini de Douala, aménagé il y a quelques semaines, a déjà enregistré 5 décès sur les 47 cas enregistrés et la majorité venait de la prison de Nouvelle. 16 malades sont encore internés. Constat fait ce 29 mars par les ministres de la Santé et de l'Eau et de l'Énergie, arrivés dans le cadre d'une mission gouvernementale instruite par le Premier ministre. Nous avons fait le tour. Et ce matin, nous pouvons dire qu'au niveau du littoral, la situation est quand même sous contrôle. Par rapport à la semaine dernière où on a rapporté plus de cas, on commence à stabiliser la situation. La situation est sous contrôle après évaluation
Mais pour y mettre un terme, tout passe par l'assainissement. Pour cela, les municipalités devraient être impliquées, a suggéré Manaouda Malachi, un avis que partage le ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est fondamental d'insister sur les questions d'assainissement. Il y a certes les problèmes d'eau, mais il faut bien comprendre qu'au Cameroun, l'alimentation en eau, il y a deux volets. Il y a un périmètre concédé à Kamwata. Ceux qui sont à l'intérieur de ce périmètre sont alimentés par le réseau Kamwata. Mais les populations qui ne sont pas à l'intérieur de ce périmètre sont alimentées par des forages. Et l'État a transféré cette compétence aux collectivités. Le ministre de la Santé promet de débloquer la somme de 25 millions de francs CFA pour soutenir l'hôpital Lakentini dans l'achat des intrants devant servir à la prise en charge. L'OMS, partenaire du ministère de la Santé, va également aider pour l'éradication de cette maladie. Nous, en tant que partenaires, nous sommes avec le gouvernement pour la riposte et donc nous sommes confiants. Cette épidémie, elle sera stoppée. Précisons qu'avant Douala, dans le littoral, ces ministres étaient à Limbé, dans le sud-ouest. Des fruits étalés sur le lit de la saleté, vendus sans gêne. Ici, l'argent passe avant tout. L'insouciance des commerçants est justifiée par l'absence de moyens. Nous n'avons pas de moyens adéquats pour le mettre sur des comptoirs et la possibilité, ça ne peut pas nous permettre, l'endroit, la position aussi, on ne peut pas avoir la possibilité de mettre sur les comptoirs puisqu'on va créer des embouteillages. C'est pour ça que nous nous défendons par terre. Quand vous voyez mon étal, il est à 15 à 20 cm. C'est vrai que quand il arrive, il est d'abord sur une marche avant d'être ramené à l'étal. Donc nous faisons l'effort d'essayer de les respecter. Par terre ou sur un sac en plastique, les fruits couverts de poussière et de boue parfois. Malgré la présence du choléra, rien ne décourage les clients. Pour cette dame, quelques règles élémentaires d'hygiène s'imposent avant la consommation. Il suffit juste de respecter les règles d'hygiène, bien laver les fruits et mettre un peu d'eau de javel dans son eau avant de les consommer. Bien laver avant de consommer, une méthode qui peut aider à atténuer la propagation du choléra. Un seul mot, vigilance. Le choléra est là. On a été vigilant pendant la pandémie, la Covid-19. Le choléra est là. Et en quelques heures seulement, vous pouvez passer des vies à trépas. Un mot pour sortir, puisque nous sommes à la fin de l'émission et on nous fait des grands signes au niveau de la réalisation. Oui, vraiment que les autorités également chargées de ce secteur de l'eau puissent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas comprendre que le Cameroun soit détenteur de... Il y en a qui parlent de troisième, ben, par chauvinisme, moi je vais dire deuxième potentiel hydroélectrique du Cameroun. Donc l'hydrologie au Cameroun, c'est tout ce que nous avons partout. Quand j'ai enlevé le mont Bamboutos, c'est-à-dire le département des Bamboutos, chef de Mbouda, coupé Manengouba, c'est-à-dire Mont Coupé, Mont Manengouba, chef de Bangem, quand j'enlève... Vous voulez dire tous les départements portent le nom d'un coup d'eau? Tout à fait. Pratiquement. Le Ndé, la Menois, le Carme, le Vouri. Sanaga Maritime. Nous sommes dans l'eau en réalité. Donc on ne devrait pas avoir véritablement besoin de l'eau. On ne devrait pas mourir de la maladie qu'on appelait à l'époque des maladies du péril fécal, c'est-à-dire liées à de l'eau sale, la consommation de l'eau sale. Donc tous ceux qui sont dans le domaine de Camwater par exemple et le ministre de tutelle devraient vraiment s'échiner pour que véritablement et que les populations aussi soient un peu plus responsables. C'est notre pays, il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi les gouvernés qui doivent prendre des mesures pour se préserver. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous disons merci d'être toujours là, fidèle à ce programme hebdomadaire dominical. Nous disons également merci au docteur Jean-Marie Biada, économiste, expert ONU Développement Industriel. C'est le cas. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Monique, et bon dimanche à tous ceux qui vont nous regarder à travers le monde entier. Merci. À dimanche prochain. Rediffusion demain à 9h. Prenez soin de vous. Protégez-vous du choléra ainsi que de toute autre maladie. À bientôt.